Comme m'a présenté M. Ahmed Lahri, donc je suis Hamid Bouazi, je suis directeur régional pour l'Afrique du Nord et l'Afrique francophone pour Fortinet. On va parler aujourd'hui de la partie transformation numérique. Aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est vraiment le sujet du jour et je pense que c'est à juste titre. Si on essayait une tentative de définition un petit peu de la transformation numérique, c'est tout simplement la technologie digitale qui va aller au cœur des métiers, qui va aller dans tous les aspects d'un business pour le transformer. Ce n'est plus l'automatisation d'hier, quand on avait des process manuels et on essayait de les automatiser à côté. Là, non, c'est la technologie digitale qui va au cœur des métiers, qui va transformer la façon dont ces métiers-là opèrent et dans la façon dont la valeur est délivrée aux clients. Que ce soit un client pour une entreprise commerciale ou un citoyen pour une organisation administrative. Le process est le même, le client est différent, la valeur qui est délivrée, mais ça vaut pour une entreprise, ça vaut pour une administration. Et aujourd'hui, c'est dans toutes les enquêtes qui touchent les directeurs informatiques, les CIO, la transformation numérique est bien réellement au niveau le plus haut dans les priorités des gens. Mais c'est un processus qui n'est pas simple. Je vais prendre un exemple d'une entreprise qui est de ce côté. C'est que ça. Okay. Donc, essayons d'avoir un exemple d'une entreprise assez vieille, 140 ans, General Electric, GE, qui ont commencé le processus de transformation numérique en 2008 et qui sont passés par tous les process en faisant une incubation d'une compétence au niveau central qui a permis de superviser les process de haut en bas et de commencer ensuite, fonction par fonction, à numériser, à passer ces fonctions-là dans le monde digital. Et ça a pris une dizaine d'années. Aujourd'hui, ils en sont à la phase finale pour la technologie d'aujourd'hui qu'on appelle Digital Twin. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à créer le jumeau de leur monde réel, un jumeau sur lequel ils peuvent faire toutes les simulations, toutes les fonctions d'optimisation. Ils peuvent faire des simulations sans avoir à subir les conséquences et les dommages d'une simulation réelle. Ils peuvent le faire sur le twin numérique et ça, c'est extrêmement important. C'est une entreprise donc, qui a fait ça, qui a fait ce voyage-là de 10 ans. Parce que c'est une entreprise extrêmement importante qui fabrique du petit électroménager jusqu'aux centrales électriques. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est en 2020, le résultat s'est transformé en 2020, General Electric veut devenir top 10 des sociétés de software. Qui aurait imaginé il y a quelque temps qu'une société comme GE pouvait devenir une société de software? C'est vous dire un petit peu les conséquences que ça peut avoir, cette transformation digitale. C'est que ce n'est pas une mince affaire, la transformation digitale. C'est que ça touche le cœur de l'entreprise, ça touche toutes les fonctions de l'entreprise. Ça touche la façon dont on engage la relation avec le client, avec le citoyen. Ça engage une transformation de la façon dont les employés opèrent, la façon dont comment faire pour leur donner du pouvoir, pour pouvoir réaliser des choses et se réaliser eux-mêmes. C'est extrêmement important, ça transforme les relations au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise elle-même. Ça permet d'optimiser le business. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on arrive à ce niveau-là où on a un double numérique de notre monde réel, on peut faire des simulations, on peut optimiser réellement les process réels. Et ça transforme la production. Aujourd'hui, en production, ça va du design du produit juste au début. On a aujourd'hui les outils de faire un design beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis, etc. Et ça va jusqu'à la façon d'opérer, une fois que le produit est là, comment l'opérer, comment le produire, comment le rendre disponible chez les clients. Donc, ça touche toutes les fonctions d'une entreprise. Donc, ce n'est pas réellement une mince affaire. Mais qu'est-ce qui empêche que ce process-là, suivant les organisations, va plus ou moins vite? Ça ne va pas toujours à la vitesse qu'on souhaiterait.
l'une des raisons majeures qui empêchent les gens d'aller plus loin, d'avancer à un rythme peut-être beaucoup plus important, c'est l'aspect sécurité. Quand on fait des enquêtes au niveau des DSI, des CIO, la sécurité vient en top comme le challenge, comme l'empêchement d'aller plus loin, d'aller plus vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut apporter des réponses à ce volet-là. Si on veut libérer les énergies, si on veut que cette digitalisation numérique aille le plus loin possible, il faut qu'on adresse de manière intelligente et de manière continue ce souci de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on faisait un parallèle tout à l'heure entre la digitalisation et le monde réel, on disait que la digitalisation, la technologie digitale devait aller dans tous les recoins, dans tous les aspects d'un business. Je dirais que de la même façon, si on faisait un parallèle, il faudrait que la sécurité aille dans tous les aspects de la technologie numérique. Il y a un parallèle à faire. On digitalise le réel, mais au fond, il faut qu'on sécurise le digital. Et là, c'est un peu cette approche-là où DX et SIX, c'est pour dire que ça va ensemble. On ne peut pas s'engager dans la partie digitalisation numérique sans prendre les mesures nécessaires pour que cette digitalisation, cette transformation numérique se fasse de manière sécurisée. Et là, ça va transformer les architectures et ça va surtout, et c'est extrêmement important, quand on va transformer la compagnie pour qu'on soit en ligne, que tout se passe à la seconde, que tout doit fonctionner, il faudrait qu'à tout moment, qu'on sache où on en est du point de vue de la posture sécurité. Et c'est là où il faut à tout le temps, de manière continue, avoir une évaluation de notre posture sécurité. Mais si on veut aller plus loin et voir comment on peut sécuriser traiter ce volet sécurité de la transformation numérique, il faut voir quels sont les challenges aujourd'hui qui sont en face de nous. Le premier, je pense que ça a été un peu cité hier dans la présentation de M. Zakaria, c'est la surface d'attaque. La surface d'attaque étant tous les points par lesquels on peut être attaqué en tant que réseau. Et cette surface d'attaque n'est plus ce qu'elle était. Revenons en arrière, une dizaine d'années en arrière, c'était relativement clair. On avait notre réseau interne, on avait un LAN, on avait la connexion à Internet. Il suffisait de mettre un dispositif au milieu. L'interne était sûr. L'externe, il fallait, c'est là d'où venaient les menaces, il fallait s'en prémunir. C'est tout simple, mais ce n'est plus la réalité d'aujourd'hui. Si on regarde quelques aspects justement sur cette surface d'attaque qui ne cesse d'augmenter, les devices. Hier, c'était le PC, et même le PC desktop. Aujourd'hui, c'est toutes sortes de devices. Le smartphone fait partie du réseau de l'entreprise aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de manière officielle ou non. Le smartphone fait partie du réseau de l'entreprise. Et il n'y a pas que le smartphone. Il y a différents types de devices. Avec l'Internet des objets, ça va encore augmenter la qualité et le nombre des devices. Et le nombre de tous les types de devices, et l'augmentation est exponentielle. La surface d'attaque, ce n'est pas seulement le nombre de devices. Il y a un aspect que quelquefois on ne voit pas, c'est que tout le monde voit le cryptage comme étant quelque chose de positif. On a une relation, on a une transaction, on en parlait tout à l'heure, il y a une transaction, on la crypte, on est sécurisé parce qu'en la cryptant, c'est bon, on est sécurisé. Mais si on se met du côté de la protection de votre propre réseau, le cryptage est une menace. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que le trafic qui vient dans votre réseau qui est crypté, il faut que vous ayez les moyens de décrypter, voir là à l'intérieur si c'est bon ou c'est pas bon, si c'est un trafic licite ou pas, et pouvoir recrypter si c'est bon et laisser passer ou pas. Donc, il faut voir que le cryptage augmente votre surface d'attaque, parce que si vous n'avez pas les moyens de regarder dans ce qui est crypté, c'est votre surface d'attaque qui augmente. Le cloud. On a vu l'enquête d'hier, on y va pas, tout ça, mais on va y aller. On va y aller dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on va y aller. Et il est bon de prendre ces précautions dès à présent et de dire, si je choisis ma solution, je choisis une solution qui puisse aller demain sur le cloud, parce que fatalement, on va y aller, à chacun avec sa vitesse, mais on va y aller. Mais ça rajoute une couche dans l'augmentation de la surface d'attaque. Il y a tout l'aspect donc de Shadow IT dont on a parlé hier, qui se rajoute. Si on n'a pas les outils pour découvrir quelle est l'informatique qui est cachée, qu'on ne voit pas, ça rend l'organisation encore un peu plus affaiblie. Et puis il y a l'accès. Il y a le wireless, qui a encore certains challenges du point de vue sécurité. Mais il y a aussi l'accès
d'un site distant, tout seul, vers Internet. Si on ne prend pas les bonnes précautions, eh ben, l'attaque viendrait de là. Ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps vous attaquer sur votre site central, que vous protégez, etc. On peut vous attaquer pour un site qui est distant et que vous avez négligé à un moment donné. Aujourd'hui, officiellement, toutes les grandes organisations considèrent le moindre petit site distant qui est connecté au réseau central comme faisant partie de la surface d'attaque. Donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, la surface d'attaque devient de plus en plus grande et une bonne partie de l'informatique est aussi invisible. Vers la fin donc, de la partie, la surface d'attaque qui devient de plus en plus importante et qui va de pair avec donc, cette informatique qui devient aussi invisible. Donc cette part de Shadow IT, et j'espère que ça ne va pas partir encore, qui existe un peu dans qui existe dans les réseaux aujourd'hui. Et dans ce cas-là, surtout quand il y a une partie Shadow IT, donc une partie invisible, quoi de plus simple pour un hacker de venir vous attaquer sur quelque chose que vous ne voyez même pas. C'est d'autant plus simple pour lui. Donc il est extrêmement important d'adresser aussi ce challenge de la partie un peu cachée, la partie souterraine de l'IT. Un autre challenge qu'on voit souvent dans les réseaux, c'est la façon dont les clients acquièrent leurs solutions de sécurité. C'est ce qu'on appelle un peu souvent ça se passe en mode réactif et on a ces solutions ponctuelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a un challenge au niveau sécurité, tout le monde en parle, donc il faut qu'on s'en prémunisse, on achète une solution qui va bien avec le défi ou avec le problème qu'elle doit résoudre, qui fait bien son boulot. Demain, il se passe autre chose, il faut sécuriser autre chose, on va et on achète une autre solution, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec une collection de solutions qui adressent bien le problème de sécurité pour lequel elles ont été acquises et pour lequel elles sont conçues, mais qui perdent de vue un petit peu la cohérence d'ensemble. Et ces solutions-là sont souvent de ce qu'on appelle de form factors différents. Ça veut dire que ça peut être un boîtier, ça peut être sur le cloud, ça peut être un soft, etc. Donc ça complique encore un peu plus. Chacun des produits a sa propre architecture, sa façon de collecter l'information d'intelligence sur la sécurité et sa façon de gérer. Donc il y a des consoles de maintenance, plusieurs consoles de maintenance qu'il s'agit de gérer. Maintenant, comment faire parler tous ces produits-là? On y arrive à travers des solutions, disons des outils de management qui essayent de fédérer, mais cette information-là arrive à se partager au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, quelquefois. On n'en est pas là aujourd'hui, les choses se passent à la milliseconde, les choses se passent extrêmement rapidement, et tout ça est compliqué aussi parce que souvent on doit aussi, on va le voir tout à l'heure dans certains panels, il y a le problème de conformité aux standards. Tout ça est compliqué par ça. Donc, il y a aussi ce défi-là qu'il s'agit de relever, qu'il s'agit, je dirais, un historique ou un passif qu'il s'agit aussi de gérer. Et bien sûr, dans tout ça, il y a le paysage des menaces qui change de jour en jour. Il y a la vitesse avec laquelle tout le monde opère, aussi bien les opérateurs, les entreprises, mais aussi les utilisateurs, ceux qui s'adressent à l'entreprise pour leurs besoins, etc. Il y a donc une masse de données extrêmement importante qui traverse le réseau. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit. Si on veut chercher quelque chose qui n'est pas normal, qui a un trafic un peu suspicieux, c'est pas évident aujourd'hui. C'est aussi l'un des challenges. Il y a aussi la maturité. Dans une organisation qui s'étend sur plusieurs sites, on n'est pas tous toujours au même niveau de maturité des équipes informatiques, des équipes de sécurité. C'est assez divers, c'est assez différencié. Donc ça aussi, ça crée des points de faiblesse quelque part. Et il y a quelque chose dont on a parlé aujourd'hui, c'est le manque de ressources en compétences sécurité. On en parlait hier pour le sondage qui a été fait sur l'Algérie, mais soyez-en sûrs, ce n'est pas spécifique à l'Algérie. C'est quelque chose qui se voit au niveau mondial. Il y a un manque de ressources au niveau des compétences informatiques. D'où le besoin de plus en plus à aller vers l'automatisation, à aller vers justement, pour limiter l'impact de ce manque de ressources, de pouvoir de plus en plus compter sur les solutions qu'on met en place de manière à ce qu'elles puissent réagir de manière automatique. Tout ça, donc, c'est
c'est des défis, c'est des challenges si on veut sécuriser la transformation numérique. Et souvent, on procède par... là, je résume sur un slide un petit peu l'approche qu'on devrait avoir pour pouvoir sécuriser de manière sûre. D'abord, la surface d'attaque. On en parlait tout à l'heure, c'est la première chose à faire. Il faut qu'on puisse identifier la surface d'attaque. Il faut que chaque équipement qui se connecte à mon réseau, je puisse l'identifier et savoir de quoi il retourne. Il n'est plus question d'avoir des pans entiers de mon réseau que je ne vois pas. Et là, je suis attaqué là-bas, c'est tout à fait normal, et je ne verrai absolument rien. Donc ça c'est la première chose. Et là, il y a des outils qui vous permettent, à tout moment, dès que quelque chose se connecte sur votre réseau, vous l'identifiez, vous l'intégrez à votre réseau de manière organisée et de manière consciente. Une fois que la surface d'attaque est identifiée, la première chose qu'on fait, c'est de la protéger. Donc là, je fais une différenciation entre, on le verra, il y a deux étapes, c'est la protection et la détection. La protection, c'est on se protège contre le connu, contre quelque chose qui est identifié. Il y a aujourd'hui des attaques qui ont eu lieu il y a quelque temps. On a réussi à les mettre en équation, à les mettre sous forme d'une signature, les mettre dans des bases de données qu'on adosse à des applications. Et là, ces applications-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont filtrer le trafic contre cette base de données-là. Et on voit si une partie du trafic est déjà identifiée comme étant une attaque, on bloque. Donc ça, c'est le connu. Et c'est la première chose à faire. Et ce n'est pas un outil. Là, je parle en termes de fonction. Cette fonction de protection contre le connu peut être effectuée par différents types de dispositifs. L'antivirus, c'est l'un d'eux. On sait bien que l'antivirus fonctionne avec une base de données de signature. C'est aussi le cas de l'IPS, etc. Donc, en termes de fonctionnalité, d'abord identifier la surface d'attaque, ensuite la protéger. La troisième chose qu'on fait, c'est que ça, c'est le connu, mais il y a aussi l'inconnu. Les 0D attaques, les choses qu'on n'a jamais vues. Et encore plus dangereux aujourd'hui, c'est que il y a de moins en moins de complètement nouvelles attaques. Ce qu'on fait, c'est qu'on recycle les anciennes attaques, on leur change quelque chose, et elles passent à travers le réseau comme étant quelque chose d'inconnu. C'est encore plus dangereux, et aujourd'hui on a vu les derniers temps que beaucoup d'anciennes attaques ont été recyclées et ont du succès parce qu'effectivement les dispositifs ne les voient pas, parce qu'ils arrivent à un petit peu passer ces bases de données d'attaques connues. Donc c'est extrêmement important de mettre en place ces dispositifs qui permettent tout le temps de regarder son réseau et de voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui arrive. Les dispositifs les plus connus, c'est bien sûr le sandboxing. C'est quelque chose qui permet, quand on voit qu'il y a quelque chose de suspicieux, de l'envoyer vers le sandbox, qui va l'exécuter dans un cocon, dans un bac de sable, comme son nom l'indique, et qui permet de voir est-ce qu'il va donner quelque chose de normal, et dans ce cas-là c'est un trafic licite, ou bien anormal. Mais il n'y a pas que le sandboxing aujourd'hui dans la partie détection. Aujourd'hui, dans certains outils, par exemple de web filter, de firewall web, par exemple, c'est de rajouter des fonctions d'intelligence artificielle qui permettent de regarder le trafic en termes de comportement. Ça veut dire qu'il va apprendre du réseau, on va le mettre en mode machine learning en quelque sorte, il va apprendre du réseau. À un moment donné, il va y avoir un trafic normal du réseau du client, et à partir de là, tout est regardé par rapport à ce normal-là. Et dès qu'il y a quelque chose qui est anormal, il se passe quelque chose. Et là, on peut faire intervenir le sandboxing et aller plus loin. Donc, cette partie-là, détection, est extrêmement importante. Se prémunir contre l'inconnu, c'est extrêmement important. Mais ça ne sert à rien de détecter si on n'est pas capable de faire quelque chose. Donc, l'autre étape, c'est quoi? C'est de pouvoir contre-attaquer, c'est de pouvoir mettre en œuvre quelque chose. Et ça, c'est beaucoup de choses. Il y a la techno, mais il n'y a pas que la techno. Il y a des process, il y a des hommes. Il faut qu'il y ait un process, qu'ici se passe quelque chose, il faut que la technologie, la solution technique puisse répondre de manière rapide, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se passe à la milliseconde, il faut qu'il y ait une réaction immédiate. Quoi? Pouvoir, par exemple, prendre des mesures conservatoires, dire que cette partie du réseau, je l'isole. Faire la part du feu et protéger le reste. Tout le monde connaît ce qui s'est passé avec Aramco il y a 4 ou 5 ans, où à partir d'un seul PC, 30 000 PC ont été infectés. Parce que tout simplement, on n'avait pas les outils pour pouvoir dire cette partie-là, je la sacrifie, c'est la part du feu, mais je protège le reste. Et donc ça, pouvoir prendre ces mesures-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les outils
qui permettent de réagir rapidement, mais aussi de déclencher des process humains, parce qu'il y a une équipe qui gère ça, donc il doit être, parce qu'il y a aussi des choses qu'on fait au moment de l'attaque, des choses qu'on fait après l'attaque pour les aspects forensiques, tout ça. Donc il y a un process à mettre en œuvre. Et pourquoi tout ça? C'est pour avoir, parce que tout ça c'est un process continu. Vous ajoutez toujours des applications à votre réseau, vous ajoutez des utilisateurs, quelque chose d'inconnu qu'on a détecté, on le met en équation, on le remet dans la base de données du connu. Donc tout ça c'est un process qui vit tout le temps. Et pourquoi? Pour qu'à tout moment, qu'on puisse savoir à tout moment où on est notre réseau du point de vue de la posture sécurité. Il faut qu'on le sache à tout moment. Et là, il y a aussi des outils qui le font. Donc ça, c'est un peu l'approche. Vous allez me dire, elle est théorique, mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la fabrique qui tout simplement, aujourd'hui, en 2018, peut réaliser ces aspects-là. Et donc, c'est quoi? Vous allez voir dans les caractéristiques Broad Integrated Automated, c'est les aspects en creux de ce que je venais de dire en termes de la surface d'attaque, en termes d'intégration et en termes aussi de détection, de rester toujours en veille pour la partie détection et surtout l'automatisation quand il se passe quelque chose et puis qu'on puisse réagir. Et il est important aussi qu'on puisse avoir les produits, les solutions sur toutes les formes, c'est-à-dire appliance, cloud, etc. Et là, c'est un petit peu les grandes familles de produits. On n'en est plus à mettre un firewall et y protéger l'ensemble. C'est aujourd'hui plusieurs familles de produits, on en a identifié 8 qui permettent de protéger un réseau. Et on va de la partie network security, c'est là où on fait la détection réellement de la surface d'attaque. La partie cloud, il faut pouvoir gérer le cloud, il faut pouvoir détecter la partie donc, Shadow IT. Le endpoint est extrêmement important. Il faut qu'on puisse intégrer le poste client. Il faudrait qu'on puisse, parce que c'est de là aussi que beaucoup de choses se passent. Et aujourd'hui, on arrive à mettre ce qu'on appelle, dans le cadre de la fabrique, un fabric agent qui permet d'interfacer le poste client, quelle que soit la solution d'antivirus qu'il y a, de pouvoir le connecter au reste des équipements pour pouvoir justement gérer ensemble la sécurité. La partie email, tout le monde connaît, le email est un outil, est un véhicule extrêmement important pour les attaques, que ce soit par le phishing, que ce soit par les attachements où on met des choses extrêmement qui peuvent attaquer le réseau. La partie web, tout devient web aujourd'hui. Il faut pouvoir sécuriser la partie web. L'accès est extrêmement important. Non seulement, surtout la partie wireless. Il faut que ce soit sécurisé. Il faut qu'il y ait une autorisation, le process d'autorisation forte, etc. La partie, et les deux, je dirais, qui rajoutent à votre solution, c'est la partie Advanced Threat Protection, c'est tout ce qui est donc, détection de nouvelles attaques, etc. Et puis la partie management, c'est extrêmement important de pouvoir, ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir découvrir en temps réel votre posture au niveau sécurité. Elle vous est donnée par le management, c'est là où il y a les outils qui puissent gérer la contre-attaque, etc. Donc ça, c'est les 8 familles de produits qui sont nécessaires aujourd'hui pour protéger un réseau. On est loin de l'idée où il y avait un firewall. Plus tard, on a eu le firewall, Next Generation Firewall, on a rajouté 2 fonctionnalités, les utilisateurs et les applications. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. Et le concept de fabrique est venu justement pour un petit peu passer une étape et dire on ne peut plus aujourd'hui gérer les choses comme on le faisait avant. Il faut la notion de fabrique, plusieurs familles de produits qui permettent de gérer l'ensemble de votre sécurité. Et merci.